What do you do, baby? Non, tu t'es pas trompé de journée, tu te dis, yo, je suis en quarantaine, comment ça? J'ai un podcast sans restriction de plus sur mon téléphone, je suis abonné à sans restriction sur Instagram, pourquoi il y a des photos de Michael Jordan? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, bien, on a un spécial sur le documentaire Last Dance, un spécial sur Michael Jordan. On décortique tout ça et j'ai pas n'importe qui, j'ai les meilleurs personnes pour en parler parce que c'est un quatuor. Quand t'es 5, c'est 5 têtes? Un 5 têtes? Whatever, on est 5, ok? Puis on débat sur le Last Dance et j'ai Rosemée Auton-Témorin qui est une femme exceptionnelle, Mika Guerrier, Raman Belkiewicz et puis Just. Vous allez avoir les intros dans le pod là, parce que je me suis vraiment forcé pour leurs intros. Mais j'avais demandé sur Instagram, est-ce que vous voulez plus de panels sur certains sujets? On l'essaye aujourd'hui. Je vais vous dire, avoir 4 personnes en entrevue en même temps qui sont pas dans le même endroit. En fait, c'est 5 personnes qui parlent en même temps, qui sont pas ensemble. C'est très difficile, mais je pense que le résultat est bon. Je suis vraiment fier de la discussion qu'on a eue. Autant c'est une discussion sportive que sociologique, qu'on parle de la masculinité, qu'on parle de la compétition. Je suis tellement, abasourdi par tout ce qui s'est dit dans l'heure 20 qu'on a discuté, que j'ai vraiment hâte que vous l'écoutez. Donc, je vais fermer ma bouche et puis je vais vous envoyer vers le panel sur le Last Dance. Mais avant, je vais vous dire, followez-nous, suivez-nous sur Instagram @sans-restriction, comme dites à tout le monde de nous follow. Hashtag Pod du Peuple, c'est le podcast du peuple. Vous avez demandé des panels et dans la semaine, je vous en ai donné un. Quand vous me dites quelque chose, je m'arrange pour que ça arrive. Merci à Bruno Mercure qui s'occupe, en fait, c'est le partner du pod, là, c'est le Day One partner du pod. Et merci à Mathieu qui s'occupe de la musique. Et finalement, allez acheter une tasse sans restriction sur le zonekr.ca. Donc, vous avez juste à aller dans les items, acheter la tasse, puis c'est notre façon à nous de faire un peu de sous à travers tout le contenu qu'on vous offre. Donc, on s'en va écouter ça, puis je vous dis, je me suis vraiment forcé pour l'entrevue. Puis je me suis vraiment forcé pour l'intro, donc on y va, let's go. J'arrête de parler, live, maintenant, là, go. Ok, go. En ce moment, je vis ma plus belle vie. Oui, il y a le COVID, on est à confinement, blablabla. Mais il y a des belles choses qui peuvent en ressortir. Le documentaire de Michael Jordan, c'en est une. Mais ce qui est encore plus nice, c'est de pouvoir discuter avec des gens d'exception. Premièrement, avant de les nommer, je veux les remercier de me donner du temps, même s'ils en ont beaucoup, mais je veux quand même les remercier de m'en donner. Et maintenant, c'est le temps de la présentation. Les vrais savent. Elle est une des femmes que je respecte le plus dans le monde entier. Elle m'a appris tellement de choses. Elle est une femme exceptionnelle. Elle écrit des livres. Elle fait des séries télévisées super bonnes sur tout.tv. Elle est magique, ma girl, Rosemée Auton-Témorin. Yeah! Ça n'a pas de bon sens, cette présentation-là. Non, ça, c'est le beat. Après ça, quand j'ai commencé dans le business, cet homme était déjà là, puis il faisait déjà des vagues, puis j'étais comme, gars, moi j'aimerais ça un jour être comme lui, parce qu'il est bon dans ce qu'il fait. La première fois que je l'ai rencontré, il avait 2 yeux, maintenant il en reste juste un, mais il a toute sa tête. Ma gars de Radio-Canada, Mika Guerrier. C'est n'importe quoi, Kevin, parce qu'on a commencé à peu près en même temps, je t'ai recherché quand t'as commencé à faire t'étais là avant moi, fous-moi la paix. Le prochain, des millions de personnes l'ont vu faire des flips, flap, flop, dans sa gauche, dans sa droite. Le gars, il peut faire le moonwalk, mais il peut aussi faire le Tootsie Slide. My guy, Roman Belkiewicz. Il faut que tu parles comme ça, les gens, ils savent, c'est toi. J'adore. Merci, Kev. That's my boy. Okay. Et le dernier, non le moindre. Je me rappelle quand j'ai commencé à travailler dans la job que je fais en ce moment, il m'avait invité, il m'avait dit, Kev, viens sur mon show télévisé de sport. Et c'est là que j'ai un peu découvert comment... C'est comme une de mes premières expériences de télé et pour ça, je vais toujours le remercier. My guy, P.I. Juste! Ah, merci, Kev. Far too kind. Far too kind. C'est à ce moment-là que Bruno est probablement fâché parce que j'ai mis de la musique qu'on n'avait pas les droits. Bon! C'est quoi le nom de ce band-là? Vraiment une grosse présentation.
Ce band-là, c'est Bruno, il va me l'écrire ici. Alan Parsons Project. Alan Parsons Project. Aucune idée. C'était qui? Ben moi, dans ma tête, c'est le Chicago Bulls intro. Je pensais que c'était Laurent qui l'avait découvert. Ben là, on est ici pour parler. Puis là, c'est la première fois qu'on fait un podcast à 5. Là, donc, tous ceux qui écoutent le pod à la maison, là, soyez indulgents avec nous. On peut pas se voir dans le blanc des yeux pour se dire qui parle en premier. On va essayer de bien diriger ça. On le fait en équipe. Puis c'est comme si on était dans un bar. Tout le monde, sortez-vous une bière. Moi, j'ai mon Jack Daniels avec moi. Puis on drop. On va parler du documentaire de Michael Jordan. Et ma question pour vous, pour commencer, c'était quoi vos attentes quand vous vous êtes assis pour écouter le documentaire? Je te laisse aller, Rose. OK, moi, je connais rien au basketball. Je me fous du sport en général. Et mon conjoint a parti l'épisode 1. Et là, il m'a dit, je vais continuer la série demain. Puis j'ai dit, je te l'interdis. T'es obligé d'attendre que je sois là et 100% disponible pour continuer ça. Quel bijou télévisuel. Moi, je suis tombée amoureuse de la série. Et là, ça m'a ouvert un monde sur le sport, mais surtout sur la masculinité. Et je ne pense pas en sortir, même si j'ai fini les épisodes de la série. Il était temps, Rose. T'es un peu en retard, Rose. Oh Arrive en ville, Rose. C'est complètement maintenant, mais tu sais, je tiens à l'assumer. Moi, je suis ici en tant que fan de la série, mais honnêtement, si vous me nommez des joueurs qui jouaient pas en 97, 98, je sais pas c'est qui. mais Rose a fait quelque chose de très important aujourd'hui. Rose, peux-tu nous dire ce que tu as fait aujourd'hui? Je suis allée lancer mes premiers ballons au panier de mon propre chef. Très excitée. Là, j'ai décidé de commencer à jouer. Je suis rendue là. Évidemment, j'aimerais me rendre pro pour avoir droit au massage, mais je sais pas si je vais réussir. Ben, je regarde des photos sur Instagram, Rose. C'est pas pire, c'est un bon début. Là. Il va falloir changer pour un panier d'adultes maintenant. Évidemment, je lançais dans une cour d'école primaire et il y a un ami qui a fait un screenshot d'une photo que j'ai mise sur Instagram pour me dire que je suis pas supposée puncher le ballon avec mon poing, mais bien l'attraper. Mais sinon, lentement mais sûrement, les gars. Toi, Raman, quand t'as vu ou quand t'as entendu parler du documentaire, c'est quoi tes attentes? Ben pour vrai, j'avais vraiment de le voir pour être inspiré par ça, puis à savoir comme justement, il y avait d'autres documentaires, par exemple Iverson, sur Vince Carter, puis là, j'attendais justement lui de Jordan. J'en avais pas vraiment, to be honest. J'en avais pas vraiment, je me laissais surprendre un peu. OK. Toi, Pi? Moi, honnêtement, au début, on s'entendait que ce documentaire-là, il était supposé venir au mois de juin, pendant la finale. Alors moi, je me disais, à ce moment-là, ça va être reçu de quelle manière? Parce que les gens vont être captivés par la finale, mais en même temps captivés par la série. Comment ça allait se partager? Mais avec le fait qu'on est en confinement en ce moment, qu'on a juste ça à faire, puis on est en demande de sport, puis tu mets ce documentaire qui est absolument captivant. Puis comme honnêtement, ma mère, elle écoute absolument pas le basket, là, puis elle écoute l'émission aussi, là. Elle écoute la série, puis mes soeurs aussi, puis c'est fou comment qu'il y a du monde qu'ils ont été capables de, comment je pourrais dire, de relate à ça, même si qu'ils comprennent absolument rien du basket. C'est comme le développement humain là-dedans, là, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Les gens, comme leur mentalité, c'est fou, là. T'as pas besoin d'être un fan de sport pour être, comme Rose a dit, là, pour être captivé par ça, là. Pas du tout, là. Totalement. Ben moi, j'attendais un peu comme P.I. pour le mois de juin. Fait que depuis le mois de décembre, j'attends juste ça. Puis avec des amis fans de basket aussi, on s'envoie des extraits, les previews. J'en avais même parlé en ondes avec un extrait. Il y a eu un petit trailer qui est sorti. Le beat était tellement bon, ça durait 1 minute. Ah oui. Personne parlait dans le preview. Tout ce que tu avais, c'était des images. Puis si tu es fan de sport, fan de basket et même juste fan de musique ou de culture populaire, tu savais c'était qui. Tu sais, tu voyais Barack Obama, tu voyais Phil Jackson, tu voyais Carmen Electra, tu voyais Dennis Rodman, il y avait Justin Timberlake. C'était un après l'autre. Fait que j'attendais ça avec tellement d'impatience. Puis quand j'ai appris que ça sortait d'avance, je suis devenu fou. Je pense que j'ai parlé juste de ça pendant à peu près 3 jours. Puis après ça, à chaque lundi matin, moi d'habitude, je me lève à 3h30, 4h, tu sais. À chaque lundi matin, je me levais à 3h moins 10. À 3h, c'était sur Netflix. À 3h01, j'étais connecté. J'étais encore dans mon lit puis je checkais je checkais les 2 épisodes qui sont sortis. Puis, tu sais, moi, je l'attendais vraiment depuis longtemps parce que moi, contrairement à vous, Jeannot, Jordan, c'était... Moi, j'ai commencé à jouer au basket
quand Jordan était dans son prime. Tu sais, j'avais 12 ans à peu près, tu sais, puis je l'ai vu, j'ai grandi avec ça, puis c'était pas comme aujourd'hui où tu pouvais voir des highlights tout le temps ou que tu pouvais voir des games tout le temps. C'était au compte-gouttes, là. Tu voyais les highlights au bulletin de nouvelles, puis tu voyais une game par semaine, là. C'était tout, là. Puis sinon, en finale, tu le voyais, là. Sur ta télé un peu embrouillée si t'étais chanceux, là. Fait que moi, ça a été comme un retour en enfance quasiment, là. OK, Wow. donc là, on va rentrer dans le greedy du sujet, là, parce que là, j'ai pris une couple de notes, puis je vais vous les lancer, puis on va débattre là-dessus. Jerry Cross, parce que c'est l'épisode 1. Oh boy. Épisode 1, sont allés disrespect le monsieur qui est mort. Jerry Cross, est-ce qu'on va se rappeler de lui comme celui qui a construit les Bulls, ou c'est lui qui a détruit la dynastie des Bulls? Puis je te laisse commencer. Ben, il y a une ligne on l'attribue ça à Phil Jackson, qui représente un petit peu le dilemme avec Jerry Cross, c'est définitivement quelqu'un qui mérite sa place, qui a fait des belles choses, qui est parti d'être un scout à être un directeur gérant d'une équipe de basket, c'est comme vraiment n'importe quoi. C'est quelqu'un qui mérite son crédit, mais c'est quelqu'un qui pensait mériter plus de crédit qu'il méritait. Et c'est ça, c'est cette balance-là qui frottait vraiment ces gens-là de la mauvaise manière. Que oui, tu mérites du crédit. T'as peut-être pas repêché Michael Jordan, mais oui, t'as repêché Scottie Pippen, t'es allé chercher ton coach. Oui, tu mérites ce crédit-là. Mais en même temps, t'avais Michael Jordan. La moitié de la job était déjà faite. Alors, c'est cette délicate balance-là qu'il y avait de la misère à accepter. Puis c'est sûr que quand le gars, il est pas là pour se représenter, malheureusement, il est décédé. C'est un petit peu awkward, là. Ben oui. Tu entends parler de lui, là. D'autant plus qu'on le présente comme un ancien enfant gros qui donc nécessairement cherche à étendre son pouvoir une fois adulte, là, je veux dire. Exactement. Ce commentaire de Michael Jordan a volé la vedette. Il a pas ménagé le pauvre, là. Mais non, tu commences avec ça, puis à la fin, dans le dernier épisode, soudainement, là, t'as Scottie Pippen qui dit « Ah, mais tu sais, c'est que j'étais quand même avec le meilleur directeur de l'époque. » Puis moi, je me suis dit « Ben, c'est gentil de dire ça dans le dernier épisode, mais c'est quand même une série qui est pas facile pour un homme qui est même plus là, là. » Ouais, ben c'est comme ça que ça a été monté aussi, tu sais, c'est pas Scottie Pippen qui a décidé de le dire à la fin, là. Non, c'est bien, mais je veux dire, c'est comme si le réalisateur se disait, OK, tu sais, je vais pouvoir dormir tranquille. Dans le dernier épisode, j'ai laissé la cote d'un joueur qui dit que c'est un grand directeur. Mais je trouve que la nuance était peut-être pas tout à fait là, en tout cas. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la situation de Scottie Pippen? Parce que je vais vous donner mon opinion là-dessus, puis après ça, je vais vous laisser tel un morceau de viande dans la cage dans Tiger King, là. Je vais vous laisser débattre là-dessus. Mais Scottie Pippen, il est ressorti comme une bitch dans le documentaire, là. My bad, là. Mais Scottie Pippen, qui est talentueux comme étant un des top 20 of all time, il a mal paru dans ce documentaire-là. C'est quoi votre opinion de Scottie? Je te laisse aller, Raman. Ben, tu sais, mettons, il a vraiment l'air comme de se retenir, d'être genre justement comme une deuxième place, puis de pas genre être autant mis dans le spotlight. On voit vraiment que pendant tout le long du documentaire, il prend ça tough. Tu sais, moi, je veux l'être ça comme à la nouvelle génération. Moi, je veux l'être un petit peu à Kyrie, genre. Je trouve vraiment qu'il a l'air de l'ombre de LeBron, exactement comme je le vois ça en ce moment. Puis je suis OK. J'avais l'impression que dans ce documentaire-là, comme, oui, on voyait que comme il dunkait, qu'il était bon, qu'il avait des bons plays, que justement, il était utile au team, qu'il y avait une différente approche quand Jordan n'était pas là, qu'il était autant utile. Mais justement, je suis très d'accord avec toi. Je pense que ils ont pas assez montré à quel point, justement, que c'était pas juste Jordan. C'était vraiment comme un duo de fous, là, tu sais. C'était des equals. Je pense pas que l'un aurait pu faire tout ce qu'ils ont fait sans l'autre, tu sais. Ouais, moi, je suis d'accord. Vas-y. Ben, moi, mon opinion de Pippen, c'est, regarde, c'est sûr qu'il a pas été ménagé dans ce documentaire-là, on va pas se mentir. C'est toutes ces grosses failles, ils ont vraiment mis 2-3 minutes par segment là-dessus pour vraiment faire la lumière là-dessus. Puis, tu sais, ça a été plate pour lui parce que quand tu regardes le gars, c'est un gars qui est sorti vraiment d'un milieu super défavorisé, 2 personnes dans sa famille en chaise roulante. Moi, j'étais pas au courant de ça, là. Tu sais, il a dû, puis que là, tu vois, il signe un contrat qu'il aurait peut-être pas dû signer, que même le propriétaire de l'équipe, il dit, toi, là, peut-être que je ne signerais pas ce contrat-là, mais tu sais, dans les circonstances où est-ce qu'il était, il le signe, mais il est en deuxième place, c'est toujours Michael Jordan. Michael s'en va, il prend un petit peu
petit peu de lumière, un petit peu de gloire. Dans l'année que Michael est parti, il était dans le top 3 en MVP, là, cette année-là. Alors, il y a une grosse année. Michael revient, je dois encore me reléguer en deuxième place. C'est pas facile. Puis moi, je trouve qu'on n'a pas ménagé, mais en même temps, quand on demande, tu sais, avec le bénéfice des années, là, t'aurais-tu peut-être dû retourner dans la game quand le coach te l'a demandé? Oh non, j'aurais fait la même chose. Et comment? Mais c'est ça. Mais moi, c'est ça que j'adore, c'est que il est true to himself jusqu'à la fin, tu sais. C'est ça. Ça vient avec le positif et le négatif. C'est trop facile de faire comme Isaiah Thomas puis dire comme ben non, c'était comme ça que ça se passe dans le temps puis essayer de la jouer cool des années après. Scottie Pippen a été vrai puis il a été vrai jusqu'à la fin. Puis, ça, c'est vrai. Tu sais, je vais encore faire mon vieux Chris, là, mais excuse-moi, j'ai sacré, mais... Ah, c'est ça le podcast. Scottie Pippen, c'était un joueur top dans la NBA. Oui, il y avait Michael Jordan, mais Scottie Pippen, la Ligue avait peur de Scottie Pippen. C'était un des meilleurs joueurs défensifs. Puis en plus, il pouvait marquer de l'autre côté, tu sais. Fait que Scottie Pippen, je pense qu'il a eu la reconnaissance qu'il devait avoir quand il était joueur. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas eu le salaire qu'il devait aller avec. Puis on parlait tantôt de Jerry Krause. Oui, il passe pour le méchant parce que c'est un peu ça la trame narrative de cette dernière saison. C'est qu'au début de la saison, Krause dit « Moi, je mets fin à cette équipe-là, peu importe ce qui arrive, même si tu gagnes 82 matchs. » C'est sûr que tu vas être le bad guy à partir de là. Mais oui, il a bâti cette équipe-là. Puis je pense que dans le documentaire, on n'en parle pas beaucoup, on n'insiste pas assez, mais on en parle quand même que c'est lui qui a construit cette équipe-là. Tu sais, il est allé chercher Scottie Pippen, il est allé chercher Horace Grant, il est allé chercher Ron Harper aussi par transaction, il est allé chercher aussi Steve Kerr aussi, c'était un échange. Même chose aussi après ça pour excuse-moi, j'oublie son nom là, mais le Montréalais, le Rodman. Wennington aussi, Rodman aussi, c'était un échange. Horace Grant au repêchage, je l'ai déjà dit, mais tu sais, il a construit cette équipe-là autour de Jordan. Sauf que c'est les joueurs qui font la job, puis ça, il a jamais donné le respect, puis il a jamais donné le respect à Scottie Pippen qu'il méritait. Fait que je comprends pourquoi Scottie Pippen était aussi frustré, puis qu'il était aussi vindicatif, surtout que quand Jordan est parti, c'est lui qui a transporté cette équipe sur ses épaules. Puis là, on me demande, c'est pas toi qui prends le last shot, ça va être Tony Kukoc. Oui, mais Piro, je vais te laisser aller après mon commentaire. Là. Mon point avec Scottie Pippen, puis mon gros problème avec Scottie Pippen, c'est, bon, il y a eu la game que le patinet avait mal à la tête. Après ça, il y a eu l'affaire que Kukoc avait le dernier tir. Pourquoi si Scottie Pippen rentre dans la game puis il est decoy, c'est un tir encore plus facile pour Kukoc. Le thinking du coach, là, il était parfait là-dessus. Puis en plus, Kukoc avait frappé plein de game winners durant la saison. Donc ça, c'est selfish bitch, là. Après ça, il a mal au dos en finale. Mais il est capable de marcher à gauche puis revenir sur le terrain. Mais tu peux pas mettre en doute Je remets pas en doute. Je remets pas en doute. Je dis juste que si le patinet est capable d'aller dans la chambre puis tu sais, on connaît tous des gens là que il y a un petit bobo puis non, Kevin, il y a un médecin qui te répond dans le dernier épisode de la série en disant textuellement les gens qui disent que ce joueur-là est trop doux et trop soft parlent à travers leur chapeau. Je l'ai vu endurer des douleurs sur le terrain. Tu sais, je veux dire, moi je trouve ça merveilleux qu'on puisse représenter un athlète comme étant faillible aussi. Puis peut-être que c'est rough pour lui dans cette série-là, mais c'est le seul qu'on est capable de présenter dans sa vulnérabilité, dans ses failles, dans ses contradictions, puis qui les encaisse, puis qui en parle en entrevue. À quel point c'est précieux dans la représentation d'un athlète. Moi, je trouve ça tant mieux, en fait. Tant mieux. Osez même regulate, j'ai rien à dire. Regulators! Osez même regulate devant tout le monde. Mais comme, moi j'ai trouvé ça. Vas-y, Raman. Moi j'ai trouvé ça fou aussi que, mettons, dans une saison, avec toute la pression que t'as, qu'il décide de genre faire son opération en plein milieu de saison, puis de justement par la suite, genre dans l'été, genre être capable de se rentraîner puis tout, puis qu'il décide de penser à lui, tandis qu'il y a tout un team qui pense à ça, il y a les fans, il y a tout ça, c'est tellement quelque chose que tu te demandes, surtout dans le sport, comme ok, je peux le faire, mais c'est tout le temps pour une milliseconde. Tu sais, moi je me blesse, je me dis comme ok, non, je peux le faire ce show-là, mais je pense pas comme au reste. Lui, d'avoir été comme égoïste là-dedans, puis d'avoir montré comme à son club justement comme écoute, moi je vais me prioriser là-dessus parce que vous me priorisez pas assez. J'ai trouvé que c'était la meilleure manière de l'emmener puis de faire comme écoute, c'est quoi? Il a dit la meilleure ligne de la série, c'est lui qui l'a dit.
I wasn't gonna fuck my summer up. Ben, Il c'est a pas gâché. il a Il bien a fait pas parce gâché. que nous, on regarde ça comme des fans, OK? Mais il a bien fait, Scottie Pippen, parce que la reconnaissance, que ce soit sur le marché du travail ou dans le sport, ça passe par quoi? C'est bien beau, l'étape dans le dos, là, mais la reconnaissance, ça passe par le cash. C'est comme ça que tu sais si quelqu'un te respecte ou pas, si ton boss te respecte ou pas. Il te paye. Il te paye à ta juste valeur. Il était pas payé à sa juste valeur. On voulait pas renégocier, puis on disait, va dans ton coin, là, puis fais ta job. Lui, son seul pouvoir, c'était quoi? C'était de dire, moi, je vais me faire opérer, je reviendrai pas en début de saison, puis finalement, il a fait comme, ouais, OK, je vais pas gagner cette bataille-là, puis c'est un peu chiant pour mes coéquipiers, je vais revenir. C'est sûr que ça a l'air égoïste, mais les carrières là, des athlètes sont tellement courtes. Là, on parle de légendes Ben oui, qui ont je suis joué 100% d'accord. 13 ans, mais ils jouent là, en moyenne 4 ans, là, les athlètes. Là. C'est pas long Mais- dans une vie. Là. Ben non, Il y a personne qui lui a demandé de signer le contrat de 7 ans. Puis lui, il l'a même admis dans le documentaire. Il a dit, mon dos me faisait mal quand je rentrais dans la NBA. Je savais pas combien de temps j'allais jouer. Sauf si Scottie Pippen joue seulement 3 ans, il est payé 7 ans. Là. Il est payé le salaire au complet. Il a pris ce gamble-là. Pourquoi tu mets ton équipe, tes coéquipiers, tes ride or die guys, là, les gars qui sont avec toi depuis le début, les gars qui s'entraînent avec toi. Moi, je peux pas concevoir quelqu'un, tu sais, puis ça, c'est en tant que coach de foot, puis en tant que gars qui a joué au foot, je peux pas concevoir ça. Si t'as signé le papier, règle ça, mets-nous pas dans ton problème. Parce que ça a mis Jordan dans le problème, ça a mis Rodman dans le problème. Mais- C'est encore plus de minutes sur Jordan, c'est encore plus de minutes sur Rodman. Puis au bout de la ligne, le gars revient comme si de rien n'était, puis revient dans ses pantoufles. Moi, j'ai la misère à respecter ça en tant puis que... ils ont gagné grâce à lui. MJ le dit lui-même, sans Pippen, il n'y a pas de MJ. Ouais, exactement. Littéralement, Et comme tu l'as dit, Kev, tu vois aussi la mentalité d'un coach de football. Qu'est-ce qui se passe dans le football? C'est que les contrats sont pas garantis. Ils sont dans la NBA. Alors, tu sais, c'est une mentalité un petit peu différente. Puis, tu sais, on bitch un peu sur Pippen, puis il y a sa part de responsabilité avec le contrat et tout ça on le reconnaît. Mais, tu sais, faut pas oublier que Jordan, quand il a pris sa retraite, dans les circonstances qui étaient pas faciles aussi, parce que avec son père et tout, c'était au mois d'août. Hein. Le camp d'entraînement commençait 2 semaines après. Tu sais, il a mis l'équipe dans la merde. Non, mais ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Il a mis l'équipe dans la merde quand il est parti, puis on n'en parle pas, puis c'est comme, c'est Pippen qui a pris la slack. Alors, Ouais, tu sais, mais- il y avait cette balance-là aussi du fait que on va pas en parler parce que c'est Jordan, puis c'était lui le cash cow, c'est lui le alpha, mais il continuait à faire payer son salaire, même quand il jouait dans la ligue mineure. Puis pendant ce temps-là, t'avais Pippen qui était là en train de demander des scraps. C'est un peu difficile, là, Ouais, à mais ce moment-là. si tout le monde a été payé dans le building des Chicago Bulls, là, c'est à cause du 23, C'est pas ça, à je cause de suis l'autre. totalement d'accord avec toi là-dessus. C'est les cash cows, là. On va pas se mentir, là. Nobody gets paid, là. Scottie Pippen, il peut pas... en tout cas, on va laisser Scottie Pippen tranquille, là. Je suis Ouais, pas pauvre fan. Scottie, là. Non, mais parce que qu'est-ce qu'il a fait, pour moi, c'est inconcevable. Si je joue dans... Tu joues dans mon équipe, ce qui se passe entre toi et ton boss, j'ai pas besoin de savoir. On s'en va Kev, combien de fois dans la NFL, les gars font la grève alors qu'ils ont un contrat signé pour dire « Yo, moi, je veux te payer comme le meilleur running back de la ligue parce que j'ai démoli tout le monde toute la saison pendant 2 ans, puis là, tu me donnes genre le salaire du 30e running back de la ligue. » Pay off, motherfucker. Tu sais, c'est comme, c'est ça. Non, moi, je suis d'accord avec cette mentalité. Non, moi, je suis d'accord avec cette mentalité-là. Pay off, man. C'est comme... Les propriétaires, on oublie, là, sont milliardaires, là, sont pas millionnaires, sont milliardaires, là. Fait que si tu veux pas me donner 2-3 millions de plus, qui pour toi, c'est pas grand-chose, je m'excuse. Mais Scottie Pippen, c'est vrai, là, si tu regardes ça d'un côté, là, comme judéo-chrétien, puis dans les principes, c'est vrai que c'est pas correct ce qu'il a fait. Mais si je me mets dans ses souliers, man, je suis 100% d'accord, là. Ah oui, parce que ton corps, c'est ton outil de travail. Fait que c'est ça la grosse différence. C'est que, une fois que c'est scrappé, c'est fini. There you go. C'est fini. Il y a pas de get back là-dessus. Fait que le fait que ça soit son outil de travail, c'est comme la meilleure excuse. Rosémie, t'allais dire quelque chose? Ben, je vais juste dire qu'en même temps, si ses coéquipiers l'ont accueilli à nouveau sans qu'il y ait de froid pendant toute la saison, c'est probablement que c'était un moyen c'était un dernier recours, là, que c'était pas juste la première fois qu'il chialait, qu'il y avait pas ce qu'il voulait, fait que fuck off, je me fais opérer puis je reviens pas, là. Donc, tu sais, nécessairement, moi, je te trouve plus difficile envers lui que ses coéquipiers envers lui, Kevin. Ah, man. mais attends, mais Jordan, quand il parle de lui, il a bien dit, je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. Tu sais, puis quand il parle de cette situation-là, Jordan, il est pas content, là. Il aurait dû jouer, tu sais. Oui. Mais on va laisser Scottie tranquille, là, parce qu'on va revenir à Scottie.
par la bande parce que je veux parler de l'arrivée de Kukoc, puis ça va nous amener éventuellement aux Olympiques. Tony Kukoc, là, OK? Selon moi, c'est un des plus gros underrated du documentaire. Là. Chaque fois qu'il était là, il était exceptionnel. Non, mais il aurait dû en parler plus. Je suis sûr qu'elle allait parler de plus de Tony Kukoc, autant qu'ils ont parlé de Steve Kerr, parce que son histoire est aussi extraordinaire, là, d'avoir joué en Europe, d'être venu dans la NBA. Puis il a été bon, là. Même quand Jordan et Pippen sont partis, là, il a été bon avec les Bulls, là. Vous, c'est quoi votre analyse de la situation quand Jordan et puis Pippen se sont mis contre lui aux Olympiques? Pauvre gars. Ça, je l'avais vu. Il y avait un documentaire. Il y avait un documentaire sur le Dream Team il y a une couple d'années qui focusait vraiment sur cette partie-là où est-ce que Jordan et Pippen se regardaient les deux comme lui, on va le détruire, là. T'sais, on va le manger tout rond. Mais quand tu le regardes Kukoc, puis quand tu le regardes dans ce temps-là aussi, c'est un gars que pendant ce temps-là, pendant les Olympiques de 92, son pays est en guerre civile. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress, là. Tu respectes ces gars-là, là. T'as vu sa réaction, le gars, il n'y a pas de pression, puis il savait qu'il était talentueux, puis que la game d'après, quand ils ont joué en finale, puis il est revenu, puis il a performé. Tu sais, c'est un gars qui était un peu Dirk Nowitzki avant Dirk Nowitzki, là. C'est un gars de P11 qui pouvait tirer de 3 points, qui pouvait dribbler, qui pouvait comme faciliter le jeu. C'est un grand joueur, mais dans le documentaire, on peut pas tout mettre dans un documentaire en plus de 10 parties, mais ça aurait été bon de mettre un petit peu plus de focus sur qu'est-ce que ce gars-là il a subi, qu'est-ce que ce gars-là il a perdu sa famille, il a perdu des amis, guerre civile, venir ici, nouvelle langue, nouveau pays, puis de s'assimiler avec une gang d'alpha comme ça, ça peut être facile. Sais-tu pourquoi ils ont pas parlé de lui? Parce que c'était le gars de Cross. De Cross! Jordan a dit c'est assez, là. Toi, Rose, qu'est-ce que t'as pensé de tout cet accueil vers Kukoc? On le nomme du bout des lèvres à quelques reprises pendant la série, là, le terme bully. On l'a pas dit beaucoup, on l'a parsemé par-ci par-là, mais pour moi, c'est la première fois que je voyais la culture de bullying qui pouvait sévir du côté de Michael Jordan. C'est la première fois que je la voyais, puis c'est là que ça a commencé pour moi à défaire un petit peu le mythe, en fait. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à la représentation de la masculinité qui venait avec ce documentaire-là. L'espèce de légèreté avec laquelle on dit que dans le sport, c'est normal le trash talk, c'est normal ce genre de bullying-là, c'est normal d'intimider un athlète juste pour mettre son directeur dans le tort, puis que si tu veux gagner, ben tu dois avoir des ennemis quitte à te les créer. Puis c'est là que j'ai commencé à me dire, OK, attends un petit peu, là, qu'est-ce qu'on envoie comme message? Ça devient intéressant. Ouais, ben c'est pour ça que ça a été aussi long avant de faire ce documentaire-là, puis avant qu'il sorte, parce que Jordan avait peur de l'image qu'il allait projeter avec ce documentaire-là. Il savait l'image. En même temps, ça en dit beaucoup sur notre société, mais on oublie aussi que le sport, c'est une métaphore de la guerre. Puis en guerre, il n'y en a pas d'amis. Il n'y en a pas de principe. C'est tu gagnes à tout prix. Puis on oublie tout ça parce que c'est devenu surtout un divertissement. Mais c'est un peu ça, tu sais, le Colisée de Rome a été bâti pour quoi, tu sais, pour voir des hommes se battre puis voir des chrétiens se faire manger par des lions. J'exagère un petit peu, là. Oui, mais quand on parle du fait qu'avec Scottie Pippen, il y a moins de trash talk, les joueurs sont contents de venir sur le terrain. Tu sais, on l'aborde doucement, puis tu sais, cette espèce de culture négative-là, je comprends que dans le sport, on n'a pas d'amis. Mais c'est ça, ils n'ont pas gagné, puis ils le disent après. Puis ceux qui ont eu la meilleure relation avec Jordan, c'est aussi ceux qui ont compris justement pourquoi il faisait ça. Ben oui, Steve Kerr qui dit que pour gagner son respect, il fallait le puncher dans le chest. Voyons donc, tu sais, on s'en... Ben oui! Oui, mais non, tu sais, on revient avec cette idée-là que nécessairement, dans le sport, il y a un type de violence verbale. Moi, tu sais, fine, tu peux dire ça, on peut voir ça dans la série, mais un des aspects que je trouvais super intéressant dans sa relation à la victoire, qui a été à peine abordé, c'est dans le dernier épisode, quand on dit, le gars, il était juste présent. Il était tellement là, tous les humains essayent d'être présents, lui, il était capable, puis donc, il voyait ce qui se déroulait, il vivait pas l'anxiété comme les autres, il connaissait pas la même forme de stress. C'est ça, pour moi, c'est tout aussi intéressant que juste être le mâle alpha qui va pousser les autres, puis faire semblant que les gens lui en veulent pour se booster de la colère pour faire des points.
Ouais, mais moi, comment je le vois, ils l'ont abordé. Je pense que je sais pas si c'est dans le 7e épisode où est-ce que il parle de si tu veux pas jouer comme ça, mais joue pas comme ça, puis tu sais, il laisse tomber 2-3 larmes, là, parce que tu C'est vois mon que segment préféré. Ouais. moi, ça a été mon segment préféré parce que moi, je pense que le but du réalisateur, c'était de le laisser parler, qu'on le montre avec toutes ses failles dans son authenticité, parce que, comme on l'a dit, c'est un documentaire qui a pris énormément de temps à même vouloir être conçu, parce que lui, il voulait pas montrer cette partie-là de lui, parce qu'il savait qu'il y a du monde qui allait dire « Wow, cette façon de vouloir gagner, c'est pas clean. Il faut que tu sois... Ça prend un style de personne qui soit capable d'absorber ça, parce que il n'y a pas juste une manière de gagner, mais lui, sa manière à lui, c'est cette manière-là qu'ils ont voulu mettre de la lumière, puis c'est pas clean, puis ça vient avec énormément de complexité puis de baggage, puis c'est ça, tu le vois dans le documentaire, puis ça, c'est quelqu'un que tu vois que cette manière de l'idée-là, comme ça, de cette manière de vouloir gagner, ça l'affecte jusqu'à maintenant, là. Parce que tu lâches pas les larmes comme ça pour rien, là. Non, puis ça affecte ses coéquipiers aussi. Il y en a qui le disent, il était Ben oui. pas fin. C'était pas une bonne personne. C'était un joueur incroyable, mais c'était pas un beau coéquipier, là. Mais tu sais, le point de Rose, je l'aime beaucoup parce que nous, puis Raman, je vais te laisser par la suite embarquer, mais j'aime beaucoup ton point que tu amènes parce qu'on est tellement des gars de sport fixés sur OK, lui a tant de championnats, lui a tant de championnats. Surtout au basket. Win at all costs, là. Ouais, nous, on compare le nombre de championnats. La raison pourquoi on veut pas mettre LeBron dans la discussion, c'est quand il a été en finale, mais ils n'ont pas tous gagné comme Jordan. Ça, on va en parler tantôt, là, je veux pas... Mais moi, personnellement, je suis totalement d'accord avec ce que Jordan a fait parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, dans le sport, et j'étais ce type de personne-là qui faisait ça aux autres, tu as besoin de les amener avec toi. Puis il y a des gens qui sont tellement soft, qui sont tellement Kleenex tissu, que tu mets un oreiller tout mou avec des plumes pour qu'ils puissent se coucher, qu'ils ont besoin de se faire brasser un peu la cage parce que la journée que tu vas avoir besoin d'eux, tu veux pas le gars qui dort sur l'oreiller de plume, tu veux le badass motherfucker. So, moi, j'avais pas de problème avec le Jordan, puis j'aime le fait qu'il a été vulnérable à la fin. Maintenant, t'as totalement raison par rapport à la masculinité rose, mais je pense que c'est... Tu sais, Tom Brady, là. Oh! Lui, il a pas l'air d'une bonne personne non plus, là. Il est comme ça. Mais en même temps, tu sais, quand tu dis que, oui, on le voit être vulnérable, puis je suis d'accord, le but, c'était de lui donner la parole, puis voir comment ça l'affecte encore aujourd'hui, cette vision de la compétition-là. En même temps, le gars, il produit la série. Donc, les collègues à qui on donne la parole, ceux qui disent, ouais, c'est vrai qu'il brassait, puis que c'était pas facile, mais il voulait tellement gagner, puis au fond, ça a été bon pour moi, ils ont quand même été approuvés. Puis il y a quand même cette notion-là qui devient intéressante. Donc, qui véhicule le message qui nous est montré? D'ailleurs, il y a The Guardian qui a publié un essai super intéressant là-dessus sur quel visage de Michael Jordan on nous montre. Vous avez l'impression qu'on en montre un qui est un peu rough? Ben, n'oubliez pas qu'il l'a approuvé quand même. Est-ce qu'on l'a vraiment montré aussi rough qu'il a été? Ben non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. C'est ça, ça demande de la communication, mais d'un autre côté, moi, je reviens à ça. Puis je comprends qu'aujourd'hui, surtout dans la culture sportive, on la juge beaucoup avec nos valeurs d'aujourd'hui, notre vision d'aujourd'hui. Mais il faut pas oublier qu'il y avait aussi un entraîneur. Puis l'entraîneur Phil Jackson s'est assuré aussi de le mettre à la porte une couple de fois pour qu'il comprenne « Wow, bonhomme! » Parce que ce genre de comportement-là qu'on acceptait de Michael Jordan aurait pas pu venir du coach Phil Jackson parce que ultimement, les joueurs ont leur sort entre leurs mains. Puis c'est un peu ça aussi, la beauté de la chose. Mais c'est vrai que c'était rough, c'est vrai que ça peut avoir l'air déplacé, mais il faut pas oublier, c'est du sport. On parle d'une compétition, il y a beaucoup d'argent en jeu, mais aussi une fierté puis un ego. Et ils sont à peu près tous dans le même panier aussi. Quand ils embarquent là-dedans, ils connaissent les règles du jeu. Raman, vas-y. Moi, ce que je trouve vraiment comme super important que dit à la toute fin, c'est qu'il y a une différence entre comme trash talk quand tu as un désavantage, c'est que, exemple, tu es en train de gagner, que j'ai 40 points puis tu en as 20, puis je commence à trash talk, ou que lui, il commençait à trash talk au début de la game, quand c'était 0-0 puis que ça commençait d'un equal. À un moment donné, il parle de ça à la fin, puis juste ça, on dirait que ça le remonte un tout petit peu parce que tu vois que il veut faire ça pour la compétition. Puis il l'explique beaucoup là-dessus. Puis moi, ce tout petit point-là, cette mini-justification-là, fait comme OK, parce qu'il t'emmène à comprendre c'est quoi la différence entre un bon athlète et un hustler.
c'est juste d'être capable de comme, OK, moi, je vais courir après la balle, je le veux juste plus que toi. Puis, tu sais, un moment donné, là, tu comprends qu'il est juste pas capable de se représenter avec des bons mots, d'une belle manière. Puis là, c'est comme, tu sais, c'est un gros stéréotype d'orgueil qu'on embarque là-dessus, justement, mais tu sais, j'ai juste l'impression qu'il était tellement comme, la seule manière qu'il avait à s'exprimer, c'est vraiment le basket, qu'il y avait juste pas les mots pour. Fait qu'il faisait juste se pomper jusqu'à un certain point, mais quand il l'explique, puis qu'il t'explique justement que il faisait ça toujours d'égal à égal, et on dirait qu'il n'y a plus d'intimidation rendu là. On dirait que parce que il te considère un égal. Fait que c'est pas comme si je voulais t'écraser pour te prouver quelque chose avant. Non, il veut commencer puis juste savoir c'est qui le meilleur. Puis il y a aussi le point quand il dit j'ai jamais demandé à personne de faire quelque chose que Jordan n'a jamais fucking fait. Ça, gros autre point, ça. Ouais. Ça, j'avais trouvé ça powerful. Man, on va mettre une pause sur la discussion pendant 30 secondes pour vous dire vous pouvez vous procurer la tasse sans restriction sur le zonekr.ca. Zonekr.ca, tu vas dans la section catalogue et tu te procures la tasse. C'est comme ça qu'on va faire un peu de sous avec le podcast. Ça assure la pérennité du podcast. Et c'est le fun de pouvoir avoir un petit quelque chose du pod du peuple à la maison. Donc, zonekr.ca, section catalogue et procurez-vous cette belle tasse qu'on a mis beaucoup de temps à design. On retourne à la discussion. Rosémie, tu as touché un point que je trouve super intéressant, que je veux qu'on élabore un peu. Bon, là, tu as dit que c'est Jordan qui produit, oui. Puis, tu sais, on a vu les souliers en gros, puis tout le monde parle de ça, même si c'est quelque chose de super culturel. Je trouve quand même qu'ils ont été durs avec lui par rapport à certains trucs, parce que si tu penses à l'épisode, je pense que c'est 4 et 5, où on va parler de ses gambling problems, et moi, je pense que la partie que moi, j'ai un problème avec Jordan. Mon seul problème dans la vie avec Jordan, c'est cette partie-là, c'est quand il a jamais voulu donner son appui puis qu'il a dit « Ouais, mais les républicains aussi achètent des choses. » Je pense que pour quelqu'un qui connaissait pas Jordan, il entend ça, il voit ça, c'est comme 2 prises sur lui, là. Mais vraiment, tu sais, quand tu dis qu'ils ont parlé de ce gambling problems, attention, là, ils ont parlé de la façon dont les médias parlaient de ces troubles de jeu. On n'a vraiment jamais parlé de troubles de jeu dans la série. On peut juste dire qu'il n'y en avait aucun trouble de jeu puis que les médias lui en ont inventé. Donc là encore, t'as le Michael Jordan producteur. On n'a pas été bien rough avec lui. Puis après ça, pour les souliers, on n'a pas donné la parole aux autres athlètes qui l'ont le plus dénoncé à l'époque. On les a pas montrés. Donc moi, là encore, j'ai l'impression on aborde des enjeux importants, mais on y va doucement. Mais moi c'est un bon point, ça. C'est un très bon point. Moi, le côté civisme, j'ai un petit peu de difficulté avec ça parce que à l'époque, moi je m'en souviens, là, j'étais dans l'apogée des Bulls, j'étais quand même assez au courant de qu'est-ce qui se passait, puis il n'y avait pas d'autres athlètes qui étaient vraiment civiquement impliqués. C'est sûr qu'il n'y avait pas 50 000 Michael Jordan, là, mais tu n'avais pas vraiment de monde qui s'impliquait civiquement, qui donnait leur appui à ce niveau-là. Alors moi, je pense que lui, étant genre Michael Jordan qu'il était, ça a été comme pas mal le bouc émissaire de « Mais pourquoi Michael, lui, il le fait pas? » Moi, j'ai une opinion là-dessus, c'est que si tu te sens pas à l'aise, préfère que tu te prononces pas que quelqu'un qui pense qu'il est au courant de qu'est-ce qu'il parle, qui dit n'importe quoi. Alors lui, c'est la manière qu'il a voulu approcher ça. Mais c'est la ligne. C'est la ligne que les ligne achètent les choses. Comme il l'a dit dans le documentaire, il l'a dit ça en niaisant, mais tu sais, lui, étant Michael Jordan, il devait être assez plus au courant de savoir qu'il y a quelqu'un qui allait partir avec ce morceau-là, puis en faire une histoire. Puis moi, le côté de ce documentaire-là que j'ai vraiment, vraiment voulu qu'ils approchent, puis regarde, je sais pas s'ils ont demandé à la personne en particulier s'il voulait faire partie du documentaire, puis il a refusé, mais Craig Hodges, là, ça aurait dû être quelqu'un qu'on aurait dû approcher. Exactement, mais non, ils l'ont pas approché selon The Guardian. Ils l'ont pas. Bon, tu vois. Explique-nous c'est qui, s'il te plaît? Craig Hodges, c'était un guard des Bulls dans les débuts des années 90. C'était un des meilleurs lanceurs de 3 points de la ligue. Je pense qu'il a gagné le concours de lanceur de 3 points 3 ans d'affilée ou 2 ans d'affilée. Ce gars-là, c'était comme Steve Kerr avant Steve Kerr. Là. C'était lui qui était dans ses rôles, de ces championnats-là. C'était lui le gars pour les tirs de 3 points. L'équipe gagne le championnat en 91. Ils battent Los Angeles. Ils vont à la Maison Blanche, puis Jordan, il se présente pas.
Il est en train de gambler avec du monde, je sais pas, sur une cour de golf ou quelque chose. Puis Craig Hodges, lui, il se présente. Il est habillé avec un dashiki, là, en garbe africain traditionnel. Puis il remet une lettre au président Bush père pour dénoncer les injustices qui se passent en ce moment dans les communautés afro-américaines. Ce gars-là, je te dirais, 1 an plus tard, il était plus dans la ligue, là. Ils l'ont blackballé, là. Complètement. Puis ça, il n'en parle pas du tout dans le documentaire. Puis lui a reproché à Michael Jordan son apolitisme, là. Puis justement, c'est un des trucs qui est reproché par les journalistes de The Guardian qui disent « Attention, il a produit puis il a teinté le message. Autrement, on l'entendrait, cet homme-là. » Ouais. Parce que c'est quand même un gros morceau. Tout le monde qui est au courant de ce qui s'est passé avec Craig Hodges, c'est un très bon joueur de basket qui aurait dû avoir une carrière de 13-14 ans parce que tout ce qu'il faisait, c'est de lancer des 3 points. Puis tout à coup, il est plus dans la ligue. Puis on le demande, dans le documentaire, on le demande pas à Michael, ben c'est of course. On le demande pas à David Stern, rest in peace. On le demande pas à Phil Jackson. Tu sais, c'est quelque chose que c'est pas un hasard qui est pas dans le qui avait pas parti. Non, mais c'est sûr que le message est contrôlé. Tu sais, ça demeure un documentaire sur Jordan sur cette dernière saison des Bulls. On pouvait pas aborder tous les sujets. Moi, je pense que ça aurait pu être un documentaire de 20 heures et même 30, tu sais, à la limite. Mais, là, ça aurait pu être cette partie-là, genre, dans la partie civisme, là, ça aurait été c'était le moment. C'est ça. En même temps, c'était pas l'objet principal du documentaire. On aurait pu creuser cette partie-là, le fait qu'il était apolitique puis qu'il était plus à l'argent qu'aux causes politiques. En même temps, peux-tu vraiment forcer quelqu'un à prendre sur son dos des causes politiques qu'il se sent pas à l'aise de prendre? Puis lui, il voyait pas que c'était son rôle. Lui, il disait que sa job, c'était de devenir le meilleur joueur de basket au monde. C'est ça qu'il a réussi à faire. C'était ça son but. Est-ce qu'il était parfait? Non, on le sait, il y a personne de parfait. Puis c'est une des raisons pourquoi mon père m'a tout le temps dit, tu mettras pas de poster d'athlète dans ta chambre parce que tu sais pas qu'est-ce qu'ils font dans le privé. Tu sais ce qu'ils font sur le terrain, c'est ça, tu sais. Mais comme athlète, est-ce que c'était le plus grand? Oui, tu sais, sans contredit. Pour le reste, tu sais, puis je suis d'accord avec Rosémie que il est pas parfait, il a contrôlé le message, puis il y a des choses à faire. Mais je vais dire, comme disent les conspirationnistes, faites vos propres recherches. Vous allez apprendre des affaires, vous allez voir des trucs qui sont pas toujours beaux, qui sont pas toujours roses. Mais je suis content qu'on ait abordé cette question-là du gambling, la légende urbaine qui parlait de la suspension déguisée aussi. Oh my God! Ça, c'était la chose la plus niaiseuse que le monde croyait, que Stern l'aurait suspendu pour gagner. Aïe, aïe, comme ça n'avait pas de bon sens. Quand le monde m'en parlait de cette conspiration-là, j'étais comme vraiment que David Stern allait suspendre. Ça serait sorti depuis 20 ans. Là. En parlant de controverse, puis je vais me garder Rosémie pour la fin. Mais en parlant de controverse, je vais te laisser aller en premier, Aman. Qu'est-ce que tu as pensé de Dennis Rodman à travers le documentaire? Le MVP du documentaire. Le MVP! MVP! Premièrement, toutes ces outfits sont incroyables. Je tenais juste à souligner tout ça. Comme d'habitude. Incroyable, comme je savais. Pour vrai, moi, ce que j'adore de Rodman, c'est qu'il me fait un petit peu penser à Iverson de la manière qu'il a comme changé la manière de comme... Je sais pas, il a comme emmené un rawness de plus au basket qui faisait que, tu sais, il était tellement plus spontané. Comme après Madonna, là, genre comme quand il expliquait dans le documentaire, il est revenu avec juste comme tellement plus de saveur, tellement plus lui. Moi, quand il a switché au Bulls, là, j'étais vendu, là, je capotais. Yo, le legacy de Madonna, c'est Dennis Rodman. L'affaire du board, le Q-Tex qu'il y a, genre, comme pendant qu'il fait ses entrevues, là, non, c'est insane. Toutes les culottes de pyjama, tu vois toutes les couleurs, c'est fou, là. Les cheveux, la chasse, tout le temps, on fleek. Capotin. Non, mais juste puis après ça, je vais t'envoyer la balle, Mika. Mais quand Rodman a manqué la pratique pour aller faire de la lutte, bon, on a fait un podcast là-dessus, les antipodes de la lutte, il faut aller l'écouter. On a fait un spécial juste sur Dennis Rodman. 1 heure de temps qu'on parle de Dennis Rodman dans le monde de la lutte. Et pour vrai, ça fait aucun sens qu'est-ce que cet homme-là a fait. Mais vous regardez en bas, il y a un bas de pyjama à côté de Hulk Hogan. Sans pression, là. Sans pression. Non, mais c'est une légende, là. Dennis, là, juste pour son attitude, là, l'attitude de genre, je me fous de tout, là, puis je suis moi-même, là. Déjà, c'était un oiseau rare, mais moi, j'ai toujours aimé, tu sais, dans ces années-là, il y avait Jordan, mais il y avait plein d'autres joueurs aussi
autour de lui, puis dans la ligue aussi. Puis les joueurs qui étaient un peu différents, je les ai toujours appréciés. Scottie Pippen, je l'aimais parce que c'était un gars qui était bon sur les deux côtés du terrain, autant offensivement que défensivement. Puis Rodman, parce qu'il était juste badass, man. Avec ses cheveux, il faisait de la moto, il pognait des boards. Le gars, il marquait pas de points. Il pouvait avoir une game, là, 0 points, 22 rebonds, man. Il y a personne. Ah ouais, il prenait des rebonds comme Donkey Kong, là. Oui, c'est vraiment Il atterrissait comme Donkey Kong, là. Il y avait un style quand il landait tous ses rebonds, là. C'est la meilleure image, ça, de tout, man. Non, mais Dennis Rodman, quand il explique comment il prend les rebonds, là, ça frappe ici. Je mets ma main là. C'est la scène du documentaire. Oh oui. Ça va devenir le plus gros meme. Ouais. Mais moi, qu'est-ce que j'ai vraiment, ça m'a même étonné qu'ils ont touché à ça dans le documentaire. Moi, je me souviens, quand, dans le temps du NWO, là, j'étais ado, les deux meilleures équipes au monde, c'était les Bulls puis le NWO, là. Ah ouais, C'était les deux choses les plus cool au monde. Tu vois Rodman qui quitte une pratique, il manque une pratique pour aller lutter avec Hulk Hogan et NWO. C'est comme, how cool is this guy? C'est comme, c'est incroyable. Non, mais il y a aussi le fait qu'il était chaud pendant un match. Il y a les images du match où il sait même pas son coin est où et tout le monde crie. Il crie après les fans. C'est un méchant. Et Dennis Rodman, à la lutte, avait le potentiel pour sérieusement devenir le visage de la compagnie. C'est à ce point qu'il était bon dans son rôle. Il était pas bon pour lutter. Il était parfait. Je me souviens quand ils ont gagné en 98, puis il est apparu à un épisode de Monday Nitro là, 2 jours plus tard. 2 jours plus tard, c'est la chose la plus incroyable que j'ai vue de ma vie à ce moment-là. J'étais comme, mais comment c'est possible? Imaginez ça en 2020. Twitter exploserait, là. Comme ça. Et de dire à son coach, oh coach, I need a vacation. Ouais. Man, Oui. Au milieu de la saison, man, puis il va m'embaucher avec Carmen Electra, man. Tu t'imagines à Las Vegas. À Las Vegas, imagine un joueur aujourd'hui qui dit, puis pas un superstar, genre meneur de son équipe, mettons number 2 ou 3 dans son équipe. Clay Thompson. Ouais, il dit, yo coach, j'ai besoin de vacances, man. Je m'en vais faire un tour avec une des sœurs Kardashian à Vegas, man, pendant une fin de semaine complète. Yo, man, tout le monde fait comme, who the hell is this guy? Le gars, il l'a fait, non seulement il l'a fait, il est parti pendant à peu près 1 semaine et demie. Ils sont obligés d'aller le chercher par le collet pour le ramener. Puis d'autres, il a joué, man. Il a joué, puis ils ont gagné le championnat. Il a été comme un des meilleurs joueurs de l'histoire au rebond puis en défense. Tu fais comme, mon Dieu, c'est un extraterrestre, ce gars-là. Là. Mais il y a incroyable. Mais tu sais, quand je disais que j'avais beaucoup réfléchi aux différentes versions de la masculinité qui sont véhiculées dans la série, là, il y en a une qui est tout à fait différente. Puis c'est quand ses collègues parlent de lui, il y a une telle tendresse et une telle compréhension. Puis ça, je trouve ça beau. Elle est là, la vraie solidarité, finalement. Dans le fait que cet homme-là, OK, il est complexe. Il est fucking complexe, puis il est vulnérable, puis on le voit dans son ensemble. On voit pas juste l'athlète, on voit l'homme qui a clairement des issues, puis qui, lui, a compris comment composer avec ces troubles-là. Fait que si, dans son corps, sa tête, ce dont il a besoin, c'est de virer avec Carmen Electra à Las Vegas, ben on va lui faire confiance, puis on sait qu'il va nous revenir. Ouais, le trust. Exactement, elle est là, la définition de l'amour puis de la confiance entre joueurs. Puis moi, ça m'a tellement touchée. La vulnérabilité avec laquelle il s'expose aussi. Moi, je suis tombée amoureuse de Dennis Rodman. Pour vrai, j'aurais aimé être Carmen Electra à l'époque. T'es sûr t'aurais voulu être Carmen Electra? Exactement, pour plusieurs raisons, évidemment. Mais notamment pour avoir la chance de virer avec Dennis Rodman. Quel personnage, pour vrai. Mais oui. Mais ça, c'est vraiment la grande... C'est vraiment la grande force... non, excuse-moi. C'est vraiment la grande force de Phil Jackson. Parce que je connais pas énormément de coachs qui l'auraient donné cette marge de manœuvre-là. Ben non. Il y a des coachs qui l'auraient juste pris dans la figure puis l'auraient dit, bon, regarde, tu restes ton cul ici, là, tu t'en vas nulle part. Mais Phil Jackson avait tellement cette confiance-là dans ses joueurs de regarde. Si je lui donne pas ce petit break-là, il va péter une coche puis ça va comme scraper nos chances de gagner un championnat. Alors, c'est quoi que je lui donne 48 heures pour que, comme on dirait, blow some steam, que tu reviennes en top shape, puis que, bon, il n'est pas vraiment revenu à 48 heures, là. Ça a pris que Michael Jordan allait chercher par le corps. Ouais, non, c'est ça.
Mais quand même, ça prend une grosse confiance. Ça prend quelqu'un, un leader comme Phil Jackson qui est au-dessus de ses moyens, qui est comme, tu sais quoi, je peux me permettre. J'ai tellement une bonne confiance à lui comme Rose, elle a dit que il va me revenir, que ça fait rien de lui laisser un petit peu de temps juste pour relaxer un peu. Parce que si je lui donne pas, voici les conséquences. Puis, je vais te laisser aller mes queues dans 2 secondes, mais juste te dire, ce que j'aime dans ce que tu viens de dire, c'est oui, Phil Jackson, c'est nice, mais il a amené dans le bureau Michael et Scottie Pippen. Phil a été assez intelligent pour dire, je vais pas juste être le gars qui prend cette décision-là. Ouais. C'est ça. C'est par comité. On est tous dans le même problème. Vas-y, Mika. Non, mais j'allais dire, tu vois, Rose, je trouve ça beau ce que tu dis par rapport à l'acceptation, tu sais, de Dennis Rodman. C'est sûr que ça marque plus parce que c'est le gars qui était le plus différent et excentrique à l'extérieur. Mais à sa façon, Jordan aussi était excentrique et différent à sa façon. Puis il a été accepté par ses pairs. Parce qu'il faut pas oublier que si tu deviens le leader d'un groupe, c'est aussi parce que le groupe a décidé que tu serais son leader. Tu deviens pas juste un dictateur en disant « vous allez faire ça comme moi je veux » puis tout. Il faut que le groupe embarque aussi puis que le groupe porte ce leader-là. Puis je pense que autant dans le cas de Scottie Pippen qui a pas été parfait, que Dennis Rodman qui a pas été parfait, puis de Jordan qui a pas été parfait, le groupe était plus gros, plus fort que la somme des individus qui en faisaient partie. Puis c'est ce qui fait que cette équipe-là est aussi extraordinaire. Puis pour terminer ce que tu disais... Kev, sur Phil Jackson. Tout le monde se demande, ça devrait être qui le prochain athlète, la prochaine personne qui mérite un documentaire de 10 ans. Moi, je suis comme, c'est pas un joueur, c'est Phil Jackson qui mérite un documentaire de 10 ans. Moi, je serais dans. Les Bulls, tu sais, 6 championnats avec les Bulls, après ça, 5 avec les Lakers. Si Kobe est devenu presque aussi bon que Jordan, puis c'était l'émule de Jordan, c'est aussi parce que son coach, c'était Phil Jackson. Puis 2 avec les Knicks. Les 2 derniers des Knicks qui sont les vagabonds de la ligue, c'est Phil. Puis bon, là, on parle beaucoup, le podcast c'est bon, on dit tant jamais smell ses roses, mais moi je vais smell mes roses en ce moment. Le podcast est lit. Mais je veux absolument qu'on n'oublie pas de parler de Isaiah Thomas, parce que Isaiah Thomas a besoin de let it go. OK? Isaiah Thomas... Bon, je vais donner mon opinion, puis après ça, Raman, je vais t'envoyer la balle en premier. Isaiah Thomas a décidé de prendre le rôle de vilain avec les Bad Boy Pistons et décidé d'être dans la face de tout le monde. Puis après ça, il va faire un bitch move de « Hey, j'aurais aimé ça être dans l'équipe, pourquoi personne m'a appris? Oh, c'est injuste! » Toute la ligue t'haïssait, puis après ça, tu chiales. Mon opinion sur Isaiah Thomas, c'est que dans la même position, pour le 92 team, talent pour talent, là, j'aurais pris Stockton. Parce que je trouve que Stockton, il facilite mieux qu'Isaiah Thomas. Puis Isaiah Thomas, il fit pas bien dans une équipe si c'est pas lui le big dog. Je te laisse aller, Raman. Ben, moi, je suis complètement d'accord avec ta dernière quote. Elle était légendaire. Pour vrai, ce gars-là, mettons, si tu vois que pendant le documentaire, il s'exprime, puis qu'il y a une grosse retenue, puis ce que j'ai un petit peu de la misère, c'est juste que je trouve que le sport, c'est tellement justement une manière de pouvoir s'exprimer puis de pouvoir comme te mettre ça dans les dents. Tu sais, Jordan, il faisait juste comme trigger de quelque chose puis il renvoyait avec un point. Mais lui, c'est bon, pas bon, le plus talentueux ou pas, pour moi, ce gars-là, à un certain point, il salissait un petit peu le sport. C'est juste, on dirait qu'il était trop sale pour moi, genre, de ce côté-là. Genre, je me disais, tu sais, dans la vie, on dirait qu'il y a rien de plus gros que montrer l'exemple puis d'être mis sous une plateforme aussi grosse que ça puis d'essayer de genre salir le basket comme ça quand mettons tu sais des fois tu voyais à quel point les Bulls là genre ils se retenaient de donner des coups. Tu sais, à un moment donné, il y a une scène où est-ce que tu vois Pippen à terre là, il vient de se faire pousser là genre bien comme il faut là, puis là il est à terre puis il dit comme OK là genre faut que je me retiens. Puis là il snap, mais sa manière de le montrer, il les a juste abusés. Tu sais, c'est de cette manière-là qu'il faut le montrer. Fait que moi que All-Star, pas All-Star, ou whatever, what you say. Moi, jamais j'aurais pris ce gars-là dans mon équipe. Maker? Bon. Écoute, moi, j'ai de la misère parce que Isaiah Thomas, comme joueur, là, je l'adore. Tu sais, le gars, c'est un short guy, là, capable de faire des passes. Écoute, c'était un joueur dominant, là, Isaiah Thomas. Oui. C'est le meilleur point de garde de son équipe, mais je suis d'accord avec toi que Stockton, là, c'était lui qui était le meilleur fit pour cette équipe-là. Mais tu sais, je regarde la Dream Team puis je vois pas qui t'aurait retiré, à part Christian Leitner, là, que anyway, il pouvait pas l'enlever parce qu'il fallait un college guy. Tu sais, il pouvait pas, je vois pas qui t'aurait pu enlever de cette équipe-là puis dire, hey, on va prendre Isaiah Thomas. En plus que tous les gars s'entendaient tellement bien
Puis c'était comme une équipe de boys puis de body, là, tu le voyais puis tu le sentais quand tu voyais cette équipe-là jouer. Après, tu sais, c'est plate pour lui, pour le Dream Team. Après ça, il est allé puis tout. Mais en même temps, tu comprends pourquoi il y a autant de joueurs dans la ligue. J'ai jamais compris pourquoi il y a autant de joueurs qui l'haïssaient. Mais là, tu comprends pourquoi, tu sais, t'avais, tu sais, Bird l'aimait pas, Magic l'aimait pas, Pippen l'aimait pas, personne l'aimait. Oui, attends une minute, avec Magic l'aimait pas. Magic l'aimait. Après, je sais pas que Magic l'aimait pas. Parce qu'on oublie, on a un peu touché là-dessus. Je veux pas te couper, je m'excuse. On a un peu touché là-dessus avant le podcast. Magic puis Isaiah, c'était des boys qui s'entraînaient, qui se connaissaient depuis le collégial, qui s'entraînaient ensemble l'été. C'était ils s'embrassaient ça joue avant les finales les finales avant les NBA Finals. Tout le monde savait que c'était les meilleurs amis de la ligue, là. C'était comme, tout le monde savait. Ben, jusqu'à temps que Magic annonce qu'il a attrapé le VIH, puis qu'il y a des rumeurs dans la ligue que c'est Isaiah qui va raconter à du monde que, comment ça que Magic a attrapé ça? C'est bizarre. C'est là que ça a commencé. Puis que, moi, je suis pas sûr si je serais à l'aise que Magic revienne l'année d'après. Puis là, mais c'était 92, parce que Magic, il avait pris sa retraite quand il est revenu avec le Dream Team, là. Mais quand Magic était sur le Dream Team, il avait déjà fait son annonce. L'annonce qu'il avait eu VIH était déjà sortie. Oh oui, mais c'est ça, c'est là où la cassure s'est faite. Ouais. C'est pour ça alors là, tu vois, il en parle pas dans le documentaire, mais tu sais, c'est comme ça a toujours été le commissaire que c'est Michael qui voulait pas sur l'équipe. C'était pas juste Michael, parce que tu regardes Magic puis Bird, ça c'était des gars qui étaient des porte-parole pratiquement pour la ligue, qui ont sauvé la ligue. Puis c'est des gars qui méritaient un peu plus de respect que ça. Puis c'est sûr qu'ils regardaient comment que le style de jeu d'Isaiah, la manière que les rumeurs sont sorties avec Magic, même si qu'il aurait payé pour jouer dans cette équipe-là, il l'aurait pas accepté. Puis ça, c'est à ce moment-là, en termes de popularité, oui, Michael, il était haut, mais Magic puis Bird avaient autant de pouvoir qu'ils sont pas dans l'équipe. Alors, il allait jamais aller dans cette équipe-là. Alors, quand tu l'entends parler aujourd'hui, totalement incrédule, je comprends pas pourquoi je suis pas équipe. You know why. Tu sais pourquoi t'es pas dans l'équipe. Rose, j'aimerais t'entendre sur Isaiah Thomas. J'ai rien de plus pertinent à dire que ce qui a été dit. Je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Puis je pense que en même temps, tu sais, de sa part, de se victimiser dans un documentaire était peut-être pas la meilleure idée. Ouais. Pas du tout, non. Non, moi là, lost respect. Ouais, mais sinon, je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Je vous trouve brillant. Oh my god, toi là, je te dis, Rose, t'ajoutes, tu sais, c'est comme la discussion que les boys on a dans un barbershop, pis que là, tout arrive. Non, mais c'est vrai, c'est une discussion de barbershop, pis on arrive à dire, non, mais moi je suis éduqué, guys, écoutez. Moi j'arrive avec la face intellectuelle. Moi j'arrive avec des mots. Ok, on va juste passer un peu, parler un peu des championships, les 6, là, parce que c'est ça le core du documentaire, c'est ça qui tient le documentaire. Puis j'ai un peu mis des titres au championship. Puis moi, c'est comme ça que je le voyais parce que tu sais, le premier championship, c'est il gagne, puis t'as le moment avec son père, puis c'est la première victoire, tu sais, après 8-9 ans. Un peu comme quand LeBron avait gagné le premier ring avec les Heat. Par la suite, le deuxième, c'est celui qu'on oublie. Le deuxième championship, on n'en parle jamais, on l'oublie. On dirait que c'était juste normal qu'il gagne. Après ça, t'as le three-peat, qui est un three-peat, ça n'a pas été fait depuis longtemps, le dernier du père de Jordan. Par la suite, le premier sans le père de Jordan, quand il pleure couché. Là, je vous les nomme tous, après ça, on va en parler. Puis après ça, 72 win season, qui était c'est Faucheux qui gagnait. Puis après ça, c'était le Last Dance. Pour vous, laquelle de ces, à part le Last Dance, parce que c'est tout le documentaire, mais laquelle de ces histoires de championship-là est venue le plus vous chercher? Rose, vas-y en premier. C'est sûr que c'est celui qui a gagné après le décès de son père, là, qui est quand même une histoire complètement tragique, qui nous montre aussi, là encore, l'homme derrière l'athlète, là, ce qui amène une couche fascinante au documentaire. Puis de voir aussi un homme capable d'être aussi en contrôle sur un terrain, perdre si facilement sa façade émotive. Ça, c'est fascinant, là. Les memes sur Michael Jordan qui pleure. Il y a quelque chose de super intéressant dans sa façon de se montrer émotif puis d'être sociopathe sur un terrain. Pour ces raisons-là, moi, c'est lui qui narrativement m'a le plus interpellé.
Puis la scène, moi, j'ai pleuré. Là. Hey, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai pleuré 2 fois. Moi, J'ai pleuré quand j'ai vu Kobe, et puis j'ai pleuré même chose. Quand j'ai vu Kobe, guys. Je suis pas prêt. Je suis toujours pas prêt de Kobe. Moi, Kobe, moi, je m'excuse, Kobe, il me fait plus pleurer depuis son histoire à l'hôtel au Colorado. Je suis désolé, là, il est mort, là, mais moi, j'ai bien de la misère avec Kobe depuis cette époque-là, puis je suis pas capable de... Je m'excuse, c'est plate, là, mais moi, je suis pas capable de voir Kobe sans voir cette histoire-là. Malgré tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait et tout, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Pour moi, il est dans le top 3, top 4, top 5, whatever. Mais cette histoire-là, on dirait que je suis pas capable de pleurer quand je le vois. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit pincement au cœur. Mais moi, j'ai pleuré quand je l'ai vu pleurer la première fois avec son père, MJ. Puis quand après le championnat, évidemment, après son père. Mais moi, j'ai adoré le championnat aussi qui gagne après la saison record. Quand les gars, ils ont tout, je pense, une casquette ou un t-shirt qui dit « It doesn't mean anything if you don't win ». Ça me fait penser aux Patriotes. Ça me fait penser aux Patriotes qui ont eu la saison parfaite. Tout ce qu'on se rappelle, c'est qu'ils ont perdu contre les Giants. Et en plus, le petit frère Manning, même pas le vrai Manning, ils ont perdu contre la pâle copie. Golden State. Golden State contre Cleveland. Exact. Même chose. C'est la même chose. Ils établissent le record, perdent le 7e match en finale, puis là, on n'en parle même plus. Là. Voilà. Quel championship pour toi, puis? Moi, moi, j'en ai deux. J'en ai deux en termes de... Par rapport au documentaire, comment je l'ai regardé dernièrement. Le gars m'en nomme 2 sur 6. J'ai demandé 1. I'm different. Mais moi, dans ma jeunesse, celui qui m'avait vraiment affecté le plus, c'était celui en 98. Celui en 98, parce que je me souviens, à ce moment-là, j'étais un fan fini de basket, je joue au basket, puis tu regardes l'équipe, puis tu as comme un feeling dans ton cœur que c'est peut-être la dernière fois. Puis je me souviens exactement où est-ce que j'étais quand il a fait tomber Brian Russell. Je me souviens exactement la pause qu'il a donnée quand il a lancé le lancer. Je me souviens de tout ça. Puis quand tu regardes le documentaire, t'es comme wow, ça me replonge exactement dans ce moment-là. Mais le premier avec son père, là, ça c'est comme quelque chose que je me souvenais où j'étais. Je me souvenais juste de voir la relation qu'il avait avec son père. Et quand tu regardes ça avec comment il a réagi en 95, le premier championnat contre son père, quand son père était pas là, c'est vraiment touchant. Comment tu peux pas pleurer à ça? Moi, ça m'a marqué dans la série, entre autres. Puis pas juste avec Jordan, mais l'importance d'un père dans la vie en général, tu sais. Puis tu sais, moi j'ai une fille qui a 2 ans et demi, tu sais, puis ça m'a fait réaliser à quel point, oui, les 2 parents sont importants, mais le père, c'est une figure qui est complètement différente de la mère, qui est une figure complémentaire, mais qui est importante dans son ensemble puis dans son entité propre, puis c'est unique, tu sais, la relation que tu as avec ton père. Ça m'a vraiment touché de voir ça dans la série, que ce soit avec Pippen, que ce soit Jordan, que ce soit Steve Kerr. Tu vois toute la place que oh wow, Steve Kerr, son histoire, mon Dieu. Je savais pas, c'est tellement terrible. Moi, j'en avais entendu parler, mais je connaissais pas les détails. C'était vraiment intense, ça, là. Raman, toi, c'est quel championship? Moi, c'est la fête des pères, là, pour vrai, là. C'est comme ça, c'était fou parce que, tu sais, moi, je me disais, genre, moi, je veux l'être, là, moi, dans la vie, j'ai pas grandi avec un père. Fait que, on dirait que de voir qu'il était capable de quantifier une émotion aussi grosse, d'être capable de la transformer en quelque chose de beau sur le court. Genre, moi, j'ai trouvé ça fou parce que, tu sais, il y a plein de gens, là, qui pourraient juste, comme, être pas capables de jouer, justement, à cause de ça, que ce soit un blocage, puis, tu sais, d'être capable de se dire que, justement, cette scène-là, ce moment-là, pour beaucoup de personnes, genre, cette journée-là est difficile, mais qu'il a juste montré que, comme, actually, genre, il le regardait pour vrai d'en haut, puis qu'il a vraiment fait un miracle, tu sais. C'est tout le temps avec des mauvaises choses que, justement, tu peux créer des belles choses. C'est pas juste avec des belles choses que tu crées des belles choses. C'est comme il emmène une espèce de morale avec un timing puis une journée parfaite. Je sais pas si vous comprenez, dans le sens que comme... Ben oui. Oh oui. Tout ça est incroyable. C'est ça que tu veux, là. C'est ça que tu veux, puis il te montre que tu peux le faire. Il te montre, cette fois-là, on dirait que je suis resté là, j'ai même reculé, j'ai regardé ça encore, puis je me disais comme, oh my god, à quel point que genre, les soupirs, dans la bande de ma télé, les comme soupirs ça, là, que t'entendais, là, wow. Ouais,
Ouais, non, c'est incroyable. Faut nommer la puissance de la réalisation dans cette série-là, tu sais, parce que ces scènes-là sont tellement bien montées, les archives viennent tellement bien appuyer la narration, tu sais, c'est quasiment l'histoire orale de cette fête des pères, tu sais, de Michael Jordan. Puis quand on parlait de Steve Kerr puis son père, pour moi, la plus belle scène là, de la série, c'est quand le joueur explique qu'à chaque hymne national, il pense à son père en se disant qu'il serait fier. Et là, on passe tout de suite à un début de game, l'hymne national, puis le plan nous montre un jeune Steve Kerr, le regard flou là, en train de fixer le vide. Puis là, tu te dis, mais quand est-ce que dans une vie, je sais à quoi pense un homme aussi blessé avant de switcher dans le game de sa vie? C'est quelle série? C'est là que, peu importe qui la produit, je m'en fous si c'est une infopub, c'est une hostie de série. le moment où est-ce qu'il pleure, là, où le tu sais, comme, il tient, je pense, le trophée, puis il est à terre, il pleure, puis il y a plein de caméramans autour, puis à ce moment-là, tu te dis comme, mais laissez-le pleurer. C'est comme, voilà, mais à un tel moment, tu sais autant que c'est le moment que, oui, il filme, que c'est naturel, qu'il s'en fout, qu'il y a tout release. Puis là, c'est comme, ok, tu l'acceptes, finalement, tu veux le regarder, mais première chose que je me suis dit, c'est, pauvre gars, tu sais. Le gars, depuis en parle. Là, tu sais, ben oui, c'est ça, j'étais comme, oh my god, oui, t'as été capable de release et te rendre à ce point-là, mais là, c'est fini, mais c'est pas fini. C'est une grosse affaire, ça, là. 2 dernières questions, puis après ça, je vous laisse. C'était une discussion exceptionnelle. Je vais pas prendre trop de votre temps, mais c'est du bonbon, vous écoutez. Moi, je pourrais en parler pendant 10 heures, là. Ah, mais... non, mais on a tous des perspectives totalement autant différentes, mais qui se complètent, tu sais. On comprend tout ce que tout le monde dit, puis la personne qui écoute le pod peut dire, moi, je m'identifie plus à ce que Kev pense là-dessus, ou shit, Rosémie m'a regulate là-dessus, donc, j'aime beaucoup ce qu'on vit en ce moment. Ma question, selon vous, c'est qui le MVP du documentaire? C'est qui votre MVP? C'est Dennis. Vas-y, Rose. C'est Dennis. Dennis Rodman, all the way. C'est mon homme. Bon, à part quand il flirte avec des dictateurs, là, mais autrement, pour le reste, c'est le mien. OK, toi, Mickey? Hey man, c'est tough à dire. Est-ce que tu parles des gens à l'écran ou qui sont pas à l'écran? Parce que le MVP, pour moi, c'est le réalisateur, là, Jason Hare. Ouais. Sérieux, man. Puis ce gars-là, c'est pas son premier documentaire, évidemment. Il a fait le documentaire sur le Fab Five au basket de l'époque de Chris Webber puis Jalen Rose, tout ça. André le Géant aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme, il est incroyable. Puis évidemment, moi, oui, Dennis, mais Dennis, c'était déjà pour moi le MVP avant tout le monde. Mais MJ, pour les memes, man, quand il part à rire, là, quand Gary Payton dit si j'avais gardé, man, au début de la série, on aurait gagné, puis il part à rire, ou comme quand Isaiah Thomas dit tu peux me montrer n'importe quoi, man. Tu sais, c'est comme, ce gars-là, c'est un asshole pareil, là. Je suis comme, man, ce gars-là a tellement été franc, mais le réalisateur pour moi, puis tous ceux qui ont fait les entrevues, parce qu'ils ont mis tellement les interviewés à l'aise, qu'ils ont parlé candidement de trucs que tu n'aurais jamais entendu parler, là, que ce soit Pippen, que ce soit aussi, tu sais, moi, ce qui m'a marqué, Dennis Rodman qui dit après le championnat, « Yo, qu'est-ce que tu vas faire, Dennis? Yo, je m'en fais faire plein de drogues illégales, man. » OK, ça, sérieux, là. Wow, mais il y a trop d'MVP pour en donner juste un, là. Raman? Moi, c'était Rodman all the way, man. Genre, tout le long, on dirait que j'étais dans un moment émotif, puis là, je me disais comme, oh my god, genre, je pensais à ça, je relatais à ça, je faisais ça, puis il me redonnait le sourire tout le temps. On dirait qu'il te régulate, Rodman, il te remet frais, genre, à pouvoir tout réécouter la série, en vrai. Ouais. Donc, je l'adore. Toi, Pi? Moi, honnêtement, parce que là, on a nommé pas mal de toutes des choses qui auraient pu être MVP. La réalisation, ça rentre un peu dans la réalisation. La musique. Oh oui. Ouais, on n'a pas assez parlé de ça. Oh my god. La musique était écœurante. Oh oui. Comme quand t'entends I'm Bad, quand il score 63 points contre les Celtics, quand t'entends la chanson de Pearl Jam à la Coolio, Pearl Jam à la fin, le dernier épisode, la dernière scène, c'était vrai. On dirait qu'ils savaient exactement quel morceau de musique mettre à un moment particulier. Ah oui, tellement ça, man, tellement. La recherche pour ce documentaire-là au niveau de la musique était incroyable. Puis tu sais, pour le dernier épisode, j'ai écouté une entrevue avec Jason Hare qui expliquait que
quand Jordan il écoute un chanteur de R&B, tu sais, puis tu le vois avec ses écouteurs, puis quelqu'un lui demande qu'est-ce que tu chantes, le gars qui faisait le montage, il est allé un peu lire sur les lèvres avec les paroles que Jordan chantait. Il est allé chercher l'album du chanteur R&B pour trouver la tune qu'il écoutait pour la faire jouer pendant le documentaire. Tu fais comme, yo, man, ça a duré 30 secondes dans le documentaire puis t'as pris tout ce temps-là. Wow, chapeau. Yo, mais ça, c'est de la finesse, là. Ça, c'est de la finesse, là. Wow. Ouais, je vais vous dire, le real MVP du documentaire. Le real MVP. C'est l'agent de sécurité blanc. Je savais que parce que tout le documentaire, c'est le seul qui a battu Jordan. C'est le seul. Il était tellement pas content. Quand il a battu Jordan, il a fait le show de Shrug. Oui. Il est décédé en mois de janvier, ce monsieur-là. Oui, malheureusement. Malheureusement. Hey, mais il y a du monde sur les t-shirts avec sa face. Avec sa coupe de cheveux, j'imagine. Je m'en achète un live. Envoyez-moi le lien, je m'en achète un live. Mais, puis la dernière question, puis c'est vraiment le fun de vous parler. Admettons que tu veux raconter une histoire que tu as entendue dans le documentaire de Jordan à quelqu'un qui a jamais écouté Jordan. Ou qui connaît pas Jordan, ou qui sait pas c'est qui. Quelle histoire du documentaire tu raconterais à cette personne-là? Mais moi, je pense que celle qui l'encapsule le plus dans la perspective du documentaire, là, c'est cette idée qui revient souvent qu'il est prêt à tout pour gagner, c'est quand il s'invente une insulte énoncée par un adversaire. Le Bradford Smith. Ouais. Oh my God. Je pense que c'est ça. Cet homme-là, si il y avait pas assez de gaz là pour l'allumer, était prêt à s'inventer des ennemis il se faisait des pièces de théâtre pour se garder intéressé selon son équipe, mais plus encore pour gagner. Donc, c'est limite d'un trouble de santé mentale, à mon avis, mais je pense que c'est ce qui l'encapsule le mieux. Ou c'est le meilleur interprète du monde entier, là. Ouais, mais quand tu penses à ça, là, tu sais, c'est aussi ça. C'est vrai, pendant 2 ans, hein, je pense qu'il disait 2 ou 3 ans plus tard, les journalistes lui en ont reparlé, puis il a dit « Ah non, j'ai inventé ça ». Mais quand même. C'est malade. Oui. Il dit quoi, le gars? C'est quoi, excuse-moi, l'histoire que tu raconterais? Ou je te laisse réfléchir, vas-y, Mika. Moi, c'est le baseball, man. Le gars est au sommet de son art, mais il est écœuré de la game autour de la game. Il est écœuré des médias, il est écœuré de l'attention. Puis, en l'honneur de son père, le gars lâche tout pour aller jouer au baseball, man. Ça, je trouve ça extraordinaire. Puis, tu sais, je suis content qu'on n'ait pas parlé de LeBron, là, parce que je suis tanné des comparaisons. Il y a personne qui peut être dans la conversation avec MJ. Dude, le gars est au sommet, au pic, là, au pic. 2 fois à son pic, il prend sa retraite. Là, la deuxième fois, il n'est pas revenu aussi fort. Mais la première fois, il va jouer au baseball, man. Il revient, ils se font éliminer, il revient, puis il gagne 3 autres championnats. Man, quel autre athlète, man, serait capable de faire ça aujourd'hui, là. Puis tout le monde dit qu'il aurait pu jouer au baseball majeur s'il avait continué pendant une autre année, là. Surtout que comme sa morphologie, elle avait tout changé. Il avait tout changé, son training, tout ça. Je pense que actually, tu as raison là-dessus, puis je prendrais cette histoire-là parce que de recommencer un training de corps au complet comme ça, c'est plus que de la détermination, là. Tout ce que ça prend pour être capable de faire ce que tu fais tous les jours à pleine capacité versus faire un changement de carrière, ouais, je suis 100% d'accord. On n'a même pas parlé de Space Jam. Non, mais... mais le fait qu'il apportait des gens pour les regarder, pour retrouver la flamme, je trouvais ça tout aussi inspirant. Pour vrai! J'aimerais mentionner ma scène préférée quand même du documentaire quand on parle de la morphologie qui a changé. Quand l'entraîneur de Michael Jordan parle de son entraînement pour revenir de sa retraite, il a les larmes aux yeux en découvrant combien d'heures Michael Jordan passait au gym. Et je ris jamais en voyant un homme pleurer, mais j'étais crampée. C'est pas possible que ce gars-là pleure en parlant du dévouement d'un joueur qui s'entraîne. Christ, c'est drôle! C'est drôle. Puis vas-y avec ton moment, je vais finir avec mon moment après, puis on va se dire... Moi, je suis content qu'on en a pas parlé parce que c'est le moment qui était dans les 2 derniers épisodes. Finalement, on sait c'est quoi qui est arrivé dans le flu game.
Oh my Ah, God! oui, C'est le Ford Food pour... Comment ça, 5 gars viennent te livrer une pizza et toi, tu la manges? Ouais, mais je suis pas convaincu, moi, de ça. Non, il y a quelque chose dans l'histoire. J'ai besoin de 10 épisodes juste sur ça. Pour savoir comment les gars étaient habillés. Est-ce qu'ils étaient vraiment 5 gars devant la porte? Est-ce que... Pourquoi pourquoi c'est juste toi qui as mangé la pizza? Ouais, t'as craché sur la pizza? C'est comme incroyable. C'est louche. Puis moi, on a tout eu du food poisoning. Je serais même pas capable de me lever du lit. Imaginez jouer une game de basket à haut niveau. Comme, je sais pas qui l'a dit, mais il y a quelqu'un qui a dit un poisonnement alimentaire, c'est la chose que tu peux avoir qui est le plus proche que tu vas te sentir de mourir sans que tu vas vraiment mourir. Mais tu sens comme si tu vas crever parce que t'es vraiment pas correct. Puis là, tu dois aller jouer une game de basket. Impossible. J'ai besoin de 10 épisodes juste là-dessus. Je vais vous dire, là, mon moment que je vais raconter aux gens, puis que c'est comme je ramène tout le temps que j'ai souvent la mentalité d'un coach de football, mais la pratique en 92, Team Jordan contre Team Magic, j'étais absorbé. Ouais. D'entendre les gars parler, d'entendre les gars... comment je peux dire? C'est encore 20 ans, 30 ans plus tard, ce disrespect comme ça, c'est quelque chose que je chéris, que je vais chérir de ce documentaire-là. C'est le bitterness de ces gars-là qui sont des champions. Comme moi, je pensais que j'étais bitter dans la vie. Oh God! Donc, je dirais que cette pratique-là, c'est mon moment préféré du doc. Wow. Mais merci beaucoup, gang. C'était sérieusement assez exceptionnel. Maintenant, à la fin de chaque pod, quand j'ai un invité, on prend le temps. Rosemée, où les gens peuvent te trouver, où les gens peuvent acheter ton livre, où les gens peuvent t'écouter. J'ai écrit 2 livres, Ton absence m'appartient, puis Et préférer les brûler. Les 2 sont disponibles partout. Merci. J'ai fait une série documentaire où j'ai essayé de devenir parfaite en 3 mois. Ça s'appelle Comment devenir une personne parfaite, puis c'est sur ici-tout.tv. Sinon, j'écris pour Elle Québec, pour Urbania. Je fais de la radio, on dira ce qu'on voudra. J'ai un balado sur audio aussi, comme disait. C'est quelque chose que tu fais pas, Rosemée? C'est ça, je très bien au basketball. Sinon, pour le reste, googlez-moi, vous allez trouver. Puis, yo, qui dit googlez-moi? Qui dit? Ça, c'est un boss move, yo. Allez sur Google, vous allez voir. Puis, où les gens peuvent te trouver? Ben, vous me trouver sur Twitter puis sur Instagram. Sur Twitter, PE Juste. Sur Instagram, Monsieur Juste. Je travaille sur plusieurs projets de balado qui devraient, je te dirais, au mois de septembre, tout devrait être finalisé. Puis vous allez voir mes pensées sur Poison Gate, Flu Gate. Je travaille là-dessus. Je vais venir fin fond de cette histoire-là. Moi, je veux mentionner que PE est un excellent follow sur Twitter. C'est tout le temps. C'est quand tu pars un thread puis que tu fais juste être dans ta tête pendant le temps de la game ou whatever, c'est ce que j'aime le plus. Et je dirais fuck les Cowboys. Oh non, you didn't! Yo, je vais dire quelque chose. Je l'ai dit sur le pod là, mais moi j'espère que les Cowboys gagnent tous leurs matchs, arrivent au Super Bowl, gagnent genre 60-0, puis qu'ils perdent 108-60. C'est quoi? Tu sais ce qui est drôle avec ça, c'est que je dirais la même chose, ce serait pour les Canadiens ou n'importe quelle équipe que j'aime. Des fois, c'est peut-être une bonne chose que mon équipe gagne pas, parce que s'ils gagnent, je vais être insupportable. Insupportable. Comme vous allez vraiment m'haïr. Où les gens peuvent te trouver? Ils peuvent m'écouter à Radio-Canada tous les matins à Montréal à partir de 5h30 jusqu'à 9h. Ils peuvent m'entendre aussi, pas tous en même temps, aussi à Radio-Canada le vendredi à 19h à Montréal, puis sinon partout au pays. Sinon, écoute, j'aimerais ça dire à tout le monde de me googler comme Rosemée, là, mais moi, ce que je veux dans la vie, c'est... Non, je veux pas qu'ils me google, je veux juste qu'ils me follow sur Instagram. Mon Twitter est pas pire, mais mon Instagram, je trouve qu'il tire un peu de la patte, là. Fait que,
Allez me suivre sur Instagram, MEEKER Guerrier, tout en un mot, Meeker Guerrier. Allez me suivre. Je m'en fous, je pense rien d'intéressant, mais je veux du following. Meeker, il veut pouvoir vendre des produits sur Instagram, ça, il a besoin de monter les followers. Non. Moi, il y a une chose que je veux. Moi, je m'en fous des produits. Moi, je veux un char. That's it. Je veux qu'on me passe un char pour 1 an. C'est tout ce que je veux. Oh my God. Raman, où les gens peuvent te trouver? Excuse, la côte devant m'a trop fait rire. On peut me trouver sur Instagram, Raman B, ou bientôt dans vos salles de spectacle quand tout ça va recommencer. Sinon, sur Radio-Canada, à l'émission Bouge, pour faire bouger vos enfants si vous en avez. True. Bon, eh bien, le pod est fini. Bravo! Ouais. Bravo tout le monde! Give yourself a hand. Man, c'était incroyable. Dites-nous quel sujet de panel vous voulez et qui vous aimeriez qu'il discute. J'ai déjà une idée en tête là, que j'essaie de régler dans les prochaines semaines, mais c'était vraiment, vraiment plaisant comme discussion. Une discussion honnête, une discussion ouverte. Une discussion qui était, oui, drôle et des beaux moments, mais j'ai appris des choses et c'est ce qui est le plus intéressant lorsqu'il y a un panel, c'est que tu ressors puis tu as appris un petit quelque chose. Merci d'être encore là pour le pod. Là, on vous sort du contenu comme quelqu'un qui pèle après une tempête. Là, on vous sort du contenu puis on est fiers de le faire puis on va continuer de le faire. Vous pouvez vous procurer notre tasse sans restriction sur le zonekr.ca, zonekr.ca pour la tasse sans restriction, la tasse officielle du pod du peuple. Puis écoutez, c'est comme ça qu'on finance le pod. C'est comme ça qu'on va pouvoir assurer la pérennité du pod. Puis merci à Bruno Mercure qui est le partner du pod. Merci à Mathieu Brutus à la console, puis pas la console, à la musique, excusez-moi. Vous le savez, je le dis à chaque fois. Mais je le dis à chaque fois parce que le patinet nous a fait de la musique gratis. En une soirée, il nous a ressorti 2 super bonnes tunes. Puis je vais continuer à le mentionner à chaque podcast parce que quelqu'un de généreux, comme Bruno, comme Mathieu. Mais ça fait en sorte que c'est mes day one, puis je vais me battre pour eux autres, puis je vais en parler le plus fort et le plus souvent possible. Donc, continuez à nous suivre sur Instagram. Dites-le à tout le monde que vous écoutez le pod. Suggérez aux gens de suivre le pod. Puis, n'oubliez pas qu'à 2000 abonnés sur le pod, je sors une entrevue avec un joueur top 5 Québécois de la Ligue nationale de hockey. Donc, on continue, on l'empoche. Puis, j'ai juste hâte que ça arrive. Let's go, baby.